Le fait seulement qu'il n'a pas consommé le fait, on ne doit pas opiner là-dessus. Parce que s'ils étaient malins, il fallait les laisser terminer le travail et faire atterrir le premier avion en ce moment-là. Il allait violer la loi pour enlever le mauvais herbe sur la piste. Vous allez l'arrêter pour ça. Il fallait les laisser travailler. Donc s'il avait terminé, tout ce qu'on dit à Kinshasa, il s'agit d'une distraction de plus. Non, mais effectivement, nous sommes dans grandes questions. Les grandes questions telles que l'État congolais a pris des engagements avec le Rwanda. Est-ce que la population est suffisamment informée? Donc Katumbi peut regagner son pays sans pour autant être poursuivi ou cravaté par l'État congolais. Non, mais il y a des gens qui sont poursuivis pour peu que ça. L'essentiel pour eux, tous ceux qui font ombrage à leur démarche doivent être arrêtés. Félix Tshisekedi, il a l'armée obtempère à ses ordres, il réfléchit par moment. Apparemment, la population n'a pas brûlé le pneu, n'a pas tué les policiers. Il n'y a pas de marche, la Constitution ne bloque en rien. Non, mais la Constitution la marche du pays. Non, la Constitution doit bloquer, mais pas le fonctionnement des institutions, mais les incompétents. La Constitution doit bloquer. Félix Tshisekedi veut avoir la plénitude du pouvoir dans une république qui se veut démocratique. Doit-on changer la Constitution pour ça? Qu'est-ce qu'il a voulu faire qui lui confère la Constitution, que la Constitution lui a Alors, c'est ce que vous faites dire que l'intention serait de s'éterniser au pouvoir. Non, mais l'intention de s'éterniser au pouvoir, c'est possible. Mais il faut comprendre comment la Constitution fonctionne. Si l'UDPS veut se maintenir au pouvoir, l'UDPS doit convaincre le peuple par ses politiques. Ce n'est pas en changeant la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, il se vise à changer la Constitution. Supposons qu'aujourd'hui, tout le monde s'est ligué contre eux. Mais ils arrivaient quand même à changer la Constitution. Et qu'après les élections, l'UDPS n'a pas le pouvoir. L'UDPS va s'opposer contre sa propre Constitution. Pour Adolphe Moudit, on doit donner une Constitution avec les élus légitimes du peuple. Vous savez qu'il n'est pas sérieux. Alors ne me posez pas ce genre de questions. Alors les élus du peuple par rapport à quelle Constitution? Parce que celle-ci, elle a été adoptée dans le contexte que vous connaissez. Oui, mais ceux qui ont été élus, ceux qui prétendent avoir été élus, l'ont été sur base de quoi? Une mauvaise constitution ne veut pas donner de bons animateurs des institutions. Soyons sérieux. Si vous considérez que cette constitution est illégitime, naturellement, les animateurs des institutions sont illégitimes, et même les institutions elles-mêmes. Comment peut-on raisonner comme ça? Ndenali Puta, na wax de Maman Mousseka, les Tokomaka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Mousseka. Vite, 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 vite. On y va. Justice c'est Belly. Et mama. Et madi mama monoué. Et ça la boité. Nga moté me souka kapamba pamba. Moté me souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Docteur, busara nyonso abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana lerusina na vision. Basambisa ite. Mena yebi akubika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufa te. Nga naza na deka, nga naza veuve. Baboto nga na bana lupangu. Mikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nake kosala bilanga babenga na biso justice akufa te na kosoka wapi feta na musala balungulangai sans de compte final justice atikabashe akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales les permettre biso teto salela malam. Ba nouveau magistrat coûte na babandi musalate. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola kodi hôpital na tanga fachi. Docteur Abika. Abika. Docteur,
Faisons quelque chose. Justice ne tombe la kamboka. Bon, Nayo Kibino. C'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. L'encadrement des jeunes filles et garçons demeure un sacerdoce pour l'honorable Simba Doudou Fiston. Ce samedi 19 octobre 2024, un nombre important des jeunes ont reçu de brevets attestant leur formation en informatique et coupe et couture. 4 mois, jour pour jour, ils ont appris le nécessaire pour se prendre en charge dans la vie active. Aucun frais, c'est au cadre et leader au sein de la famille politique du président Moïse Katumbi a pris tout à sa charge. L'essentiel, c'est de leur permettre d'être autonomes malgré le nombre exagéré des chômeurs en République démocratique du Congo. Pascal Baroukou Ramazani est coordonnateur adjoint de la Fondation Simba Doudou Fiston. Aujourd'hui, c'est une journée très remarquable chez nous à la Fondation Simba Doudou. Cette journée marque la remise des brevets pour les apprenants dans des filières, notamment l'informatique et la coupe couture. Cette formation a débuté au mois de mai et elle prend fin aujourd'hui au mois d'octobre. Pratiquement c'est 4 mois que nous avions formé les nouveaux apprenants de la 3e édition. Et c'est après, à l'issue de cette formation, que nous clôturons cette formation aujourd'hui avec la remise des brevets. En informatique, les apprenants étaient au nombre de 40 et en coupe et couture, ils étaient au nombre de 40 aussi, ce qui fait un total de 80. C'est-à-dire, ils étaient répartis, les uns étudiaient la vocation matinale et les autres étudiaient la vocation soir. Cette formation va ouvrir bien évidemment une débouchée professionnelle aux apprenants qui ont réussi la formation en informatique et à la coupe couture. Et quant à la fondation, la coordination de la fondation, c'est juste les souhaiter bonne chance et qu'ils prennent au sérieux ce qu'ils ont appris et qu'ils le mettent en pratique pour rendre un service adéquat au niveau de la société. Chaque année, c'est des centaines de jeunes qui reçoivent de brevets en informatique et coupe et couture grâce à la générosité de l'honorable Simba Doudou Fiston. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Hey, na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, tobuki peba extend na $29 ya pamba. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. La semaine est bien lancée chez nous et nous avons le plaisir
de savoir que vous allez bien et que vous êtes nombreux à regarder cette nouvelle production sur Politico RDC, la force du détail. L'actu reste dominée par les débats sur la révision, la question de révision constitutionnelle. Le leader d'Ensemble pour la République et celui de LGD, l'ancien Premier ministre Matata Pognon, s'oppose fermement à ce projet funeste, mais au sein de l'Union sacrée, on continue à pérorer qu'il faille modifier ou changer cette constitution du 18 février 2006, modifiée le 20 janvier 2011. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, sur une chaise éjectable, la pluie qui s'est abattue les week-ends derniers sur la capitale, a montré les premières faiblesses depuis l'arrivée du nouveau gouverneur à la tête de cette province. Qu'en est-il du fameux projet Kin Ezo Bonga? On va en parler dans cette émission. On va évoquer aussi la question de l'affaire de 513 députés inscrits sur la fiche de paye de l'Assemblée nationale. Ça fait débat et les opinions vont dans tous les sens. Est-ce que l'Assemblée nationale sous la présidence de Vital Kamerhe est mal en point? On va réfléchir et on va aussi en parler au cours de cette émission. Nous sommes heureux de savoir que vous venez de nous rejoindre. Si vous nous regardez pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Pour décrypter tout ceci, nous n'avons pas trouvé mieux que faire inviter Alain Bolodja, qui a volontiers décidé de répondre à notre invitation pour démarrer la semaine. Eh bien, la semaine démarre sur le chapeau de roue avec Alain Bolodja, président de l'EBAT, parti politique d'opposition. Comment vous allez? Oui, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je vais bien, merci. Et une question anodine, avant d'entrer dans le vif de l'émission. Quel est le sens que vous donnez à votre engagement, à votre combat? Est-ce que vous êtes une force de contradiction ou bien plus, une force de proposition aussi? Bon, je ne pense pas qu'on crée un parti politique pour faire des propositions. On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir, mais surtout appliquer son projet de société. Alors, si on doit créer le parti justement pour que nous fassions des propositions, la grande question que l'on doit se poser, pourquoi l'UDPS n'a-t-elle pas fait des propositions pendant plus de 37 ans? Donc vous êtes logé donc dans la même enseigne? Non. Nous pensons que le parti ne se crée pas pour faire des propositions. Mais avant d'accéder au pouvoir... Avant d'accéder au pouvoir, on fait le contre-programme. Ce ne sont pas des propositions en tant que telles. Ce sont des contre-programmes. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. Est-ce que cette manière de faire la politique ne doit pas être révisitée pour que l'on ait une trajectoire? Non, mais la révisiter pour l'adapter à quoi? À la coutume de l'UDPS ou à la pratique politique? À la pratique politique, bien sûr. Non, dans la praxis politique, il n'y a pas de propositions qui sont faites par le pouvoir et par l'opposition. L'opposition fait des contre-programmes. Okay. Et je crois que c'est ça la philosophie de la dialectique. On ne peut pas, n'est-ce pas, nous exiger de faire de propositions. Nous faisons de contre-programmes. Et quelle est la différence avec l'opposition d'hier? Non, mais l'opposition d'hier était une opposition voyou, une opposition délinquante. Nous faisons une opposition intelligente, une opposition saine. Voilà pourquoi Et par quoi cela se caractérise? Mais par le contre-programme. Par le contre-programme, chaque fois quand nous critiquons ou nous analysons la gouvernance faite par ceux qui prétendent être au pouvoir, nous proposons. Nous proposons au peuple notre contre-programme. Et ce qui faisait l'opposition hier n'était pas dans le contre-programme? Non, l'opposition d'hier ne se basait pas sur le programme, mais se basait essentiellement sur les individus. Voilà pourquoi ils mettaient plus d'accent sur la mobilisation dans la rue. Brûler les pneus, brûler le bus, tuer le policier, tuer les écoliers. Mais nous venons avec de contre-programmes.
Et que pensez-vous de ceux qui estiment que les logiciels de l'opposition, c'est l'IDPS, et les logiciels du pouvoir, c'est l'MPR en République du Congo? Apparemment, les gens de l'UDPS se retrouvent dans les deux. Hein? Apparemment, comme ils étaient le frondeur du MPR, ils pensent que c'est l'MPR qui avait le pouvoir. Et aujourd'hui, ils pensent que c'est l'UDPS qui a le monopole de l'opposition. Mais je tiens à vous rappeler, l'UDPS n'était pas le premier parti de l'opposition. Déjà en 1960, il s'était créé une opposition du fait qu'on ait renversé le pouvoir de Kasavubu et de Lumumba. Il y a eu la première opposition qui est née. Et parmi les filles aînées de l'opposition, il y a Pessa qui a été muté ou mué en Palou. À cette époque, l'UDPS n'était pas là. Il y a autant de partis politiques qui faisaient le contrepoids. Alors, il faut se poser la question, lorsque Moulele faisait la politique après le renversement de pouvoir, on devait les catégoriser parmi le pouvoir ou parmi le... Mais l'UDPS arrive dans un contexte beaucoup plus compliqué, alambiqué, parce qu'il fallait faire face au régime dictatorial de Mobutu. Non, mais la dictature n'a pas été créée en 1982. On ne doit pas falsifier l'histoire. La dictature a commencé déjà en 1960 et ça a été stoppé par l'opinion internationale. Mais prendre le temps comme l'UDPS l'a fait, personne ne l'a fait auparavant. Le Palou a fait plus que ça. Le Palou a fait plus que ça. Et lorsque nous sommes arrivés en 1965, le premier à s'y opposer à cette dictature, Kimba, Bamba, Mahamba et Anani ont été pendus. À cette époque-là, Etienne Tshisekedi était un mobutiste. Il chantait les Sakayonsa pour la gloire de Mobutu. Ils ont géré de 1965 à 1982. C'est en ces moments-là que l'UDPS est né. L'UDPS de 1982 n'était pas UDPS opposition, mais c'était plutôt un courant de pensée au sein du MPR. Et la chose a dégénéré jusqu'à ce qu'ils se sont... Il y a eu dissidence. Non, mais ils ont été chassés, mais ils ont commencé à créer le front justement en tant que le militant du MPR, mais qui voulait créer un nouveau courant de pensée au sein du parti. Mais si le Palois existait comme parti politique avant l'UDPS, mais dans la résonance du combat politique, l'UDPS a fait mieux que quiconque jusqu'à preuve du contraire. L'UDPS n'a pas fait mieux parce que l'UDPS n'a jamais atteint un objectif. Aucun objectif. Je parle de la résonance du combat politique. Non, mais la résonance du combat politique, l'UDPS n'a atteint aucun objectif. Aucun. Mais fort malheureusement, le fait seulement que les gens n'ont pas la maîtrise de l'histoire, ils pensent que les choses ont commencé par l'UDPS. Non. Avant 1982, il y avait une opposition. L'histoire a été falsifiée par qui et pourquoi? Non, mais justement parce que les gens n'ont pas la culture de la lecture. Parce que ceux qui ont la culture de la lecture devraient déjà comprendre que l'opposition a commencé en 1960. Ce n'est pas en 1982. Et même pendant le 1982, Etienne Tshisekedi n'était pas le leader. Il n'était que le chargé de la communication. Voyez-vous, c'est lui qui a mené le premier combat, c'est Pandangi là. Ce n'était pas Etienne Tshisekedi. Et les Kalonji... Non, les Kalonji ne sont venus qu'après. L'idée est venue des Pandangi là. C'est Pandangi là, par contre, qui était le porteur du courant de pensée au sein du MPR. Parce que tous étaient membres du MPR. Peut-être les gens ne savent pas retracer l'histoire d'Etienne Tshisekedi. Il a commencé à être membre du MNC. Il a été frondeur avec Kalonji. Ils ont créé MNC Kalonji. Il a quitté MNC Kalonji du fait qu'il a été contacté par le service pour créer Codeco. Après Codeco, il s'est aligné derrière Mobutu pour créer le MPR. Après l'MPR, ils ont créé l'UDPS de Pandangi là, avec les autres 12 parlementaires. Et il a quitté l'UDPS pour créer UDPS Tshisekedi. Et donc, naturellement, son histoire n'est pas connue.
Allez, merci beaucoup. On va prendre le tout premier sujet de l'émission avec vous. Voilà, on fait confiance à votre pertinence certainement. D'abord, Kinshasa a sombré après la pluie qui s'est abattue le samedi dernier. On a tout de suite remarqué les premières faiblesses. On a vite compris que la ville n'a pas de normes, n'est pas urbanisée. Un problème de curage, tant de problèmes dans la ville qui font que lorsqu'il y a une petite pluie, eh bien, qui est débordement. Et du coup, le gouverneur qui est là et qui a promis mot et merveille, changer la ville, la capitale, lui donner sa robe d'attente, n'est pas encore arrivé à nous donner ce qu'il a promis. La première question est de savoir, pensez-vous le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa relever ces défis ou pensez-vous que la capitale congolaise est difficile à être gouvernée? Bon, je pense que les deux questions sont posées justement parce que nous sommes dans l'accoutumance. En réalité, on devait se poser la question de savoir qu'avons-nous fait pour réduire les effets des intempéries ou des catastrophes naturelles. Parce que là, ça va relancer les débats sur la gouvernance. Et je crois que tous ceux qui se posent ce genre de questions ont toujours des réponses. Mais fort malheureusement, ces réponses ne seront jamais prises en compte. La première des choses, la pluie, c'est un événement naturel, un fait naturel. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas éviter qu'il y ait la pluie. Mais pour gérer pour éviter qu'il y ait des catastrophes, pour gérer les eaux de la pluie, pour les amener vers les rivières ou le fleuve, nous avons créé un réseau. Et ces réseaux nous permettent, n'est-ce pas, de réduire les effets de la pluie. Parce que la pluie, naturellement, ne peut qu'exister pour garder l'équilibre écologique. Nous avons besoin de la pluie, mais nous devons gérer les eaux qui débordent. Voilà pourquoi nous avons non seulement les rivières, nous avons les collecteurs, nous avons les caniveaux qui ont été tracés dans l'idée d'évacuer rapidement les eaux et de faire assez qu'après la pluie, qu'il y ait le beau temps. Nous avons confié la gestion de la ville à des entités. Nous avons le gouvernement provincial avec ses 10 ministres. Nous avons 24 communes avec les 24 bourgmestres adjoints ainsi que leurs échevins. Nous avons le chef des quartiers et les chefs des rues. C'est-à-dire que nous avons départementalisé la gestion. Nous avons fixé comme seul mode d'évolution de pouvoir pour le gouverneur les élections. Il est élu au suffrage universel indirect, comme le bourgmestre également. Mais pour les restes, ils sont nommés. Nous avons fractionné les responsabilités. Il y a les responsabilités du gouvernement provincial, il y a les responsabilités des entités territoriales décentralisées, qui sont les communes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de faire un naufrage collectif? Nous avons responsabilisé chaque entité avec ses moyens. C'est-à-dire que la province a ses ressources, les entités territoriales également. Alors, la grande question que nous devons nous poser, quel est le niveau d'exécution de ces dispositions pertinentes et de la Constitution et de loi? Parce que si nous n'arrivons pas à confronter le fait et la loi, nous sommes perdus. Qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui? Le gouverneur a échoué. Mais effectivement, il a échoué. Pas parce qu'il est excessivement incompétent, mais justement parce que les lois ne sont pas respectées. Pourquoi veut-il concentrer tout le pouvoir de la ville en lui? Pourquoi veut-il faire des choses en dehors de loi? Et pourquoi l'État ne veut-il pas appliquer les dispositions pertinentes de la Constitution en matière de gestion des villes? Parce que nous avons des bourgmestres qui devraient en principe être élus. Nous avons des conseillers qui prétendent avoir été élus, mais ces conseillers ont pour mission, parmi les missions premières, de contrôler, doter d'abord,
à l'entité territoriale les animateurs. C'est-à-dire le bourgmestre adjoint. Et après, ils vont nommer les 3 échevins qui sont pratiquement rang de mini-ministres au niveau de ces entités. Et dans leurs ressources, il y a les ressources propres, les ressources à caractère national et les ressources exceptionnelles. Si on dotait aux communes le moyen de leur politique, naturellement, il y aura efficacité, mais il y aura aussi efficience. Alors ces choix ne concernent que la ville de Kinshasa ou ça n'échappe à aucune province? Non, toutes les provinces sont régies de la même manière. C'est-à-dire que vous trouvez dans les provinces, au sein des provinces, il y a des villes, mais aussi il y a d'autres entités. Est-ce que dans le fonctionnement, c'est respecté? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit à la lumière de votre lecture. La charpente institutionnelle n'étant pas respectée, naturellement, il n'y aura pas d'efficacité. Parce que essayez de vous imaginer, pour que nous arrivions à curer nos collecteurs, nos caniveaux, à draguer nos rivières, on ne peut pas laisser au seul gouverneur la responsabilité de le faire. Apparemment, les gens semblent oublier que Kinshasa, c'est pratiquement 10 000 km. Mais n'est-ce pas que c'est à lui de donner cette impulsion? Non, la Constitution n'a pas dit ça. On ne doit pas donner l'impression comme si le gouverneur qui doit gérer la ville de Kinshasa seul. Si nous ne voulons pas respecter, parce que les gens sont dans le Mais après tout, c'est le premier citoyen de la province. Et effectivement, il est le premier citoyen de la province, mais il a des compétences limitées. En réalité, nous devons plus insister sur la décentralisation. Parce que dans notre Constitution, nous avons levé 2 grandes options. La décentralisation au niveau des entités territoriales décentralisées en termes de gestion pour la province, mais surtout les régionalismes constitutionnels. Alors, dire que Kinshasa est une province difficile à être gouvernée, c'est une thèse qui ne tient pas? Non, ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Kinshasa, c'est 10 000 km². Mais il y a des provinces qui ont plus de 200 000 km². Alors, pourquoi avons-nous l'impression que tous les gouverneurs qui sont passés n'ont pas fait grand-chose? Non, mais justement parce qu'ils ne respectent pas la norme. Et qui a fait mieux? André Kimbuta peut-être, un peu, juste un peu. Parce que André Kimbuta a conçu la ville sur le plan administratif. Bien qu'il a échoué du fait qu'il y a eu boulimie du pouvoir, du fait qu'il y a eu concentration de pouvoir, mais au moins il a donné les bases. Parce que tout ce que nous avons comme administration, c'est son invention en fait. Parce qu'avant lui, il n'y avait pas cette administration. Mais il n'a pas parachevé son action. En réalité, l'État devait doter à nos provinces, à nos entités territoriales décentralisées, les animateurs. Est-ce que le fait qu'on retrouve toujours dans la même ville les institutions, les sièges, tout ça, est-ce que ça ne rend pas la gestion ou la gouvernance de la capitale compliquée? Dans une certaine mesure, oui, parce qu'il y a une ingérence ou une miction du gouvernement central sur certaines questions. Mais c'est aussi un atout que les autres n'ont pas. C'est aussi un atout. C'est aussi un atout. Le fait que vous ayez les institutions nationales dans vos murs, vos problèmes sont les leurs. Contrairement, par exemple, au Kasaï oriental, où le président ne peut se déplacer qu'une fois ou 2 fois après chaque mandat. Mais vous vivez avec eux. C'est-à-dire, s'ils trouvent un trou, ils peuvent facilement décaisser l'argent. Mais ce qui est surprenant, nous ne respectons pas la charpente institutionnelle, nous ne respectons pas le mode de financement, nous ne respectons pas le mode de désignation des animateurs, nous ne respectons pas le mode de contrôle et suivi, mode de contrôle de gestion, naturellement. Ça, ce que vous voyez là, ce ne sont que les conséquences d'une mauvaise gouvernance. Est-ce que quand on voit la première pluie qui cause beaucoup de dégâts, est-ce que c'est un signe indien pour le gouverneur Daniel Bumba qui serait d'ores et déjà sous une chaise éjectable? Oui, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Si le monsieur n'a pas été choisi conformément à nos lois, qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Et vous savez qu'il a été le candidat d'une maman à l'IMT? Le candidat de l'UDPS? Vous savez qu'il était candidat d'une maman à l'IMT? Et vous savez que ce monsieur a été cité parmi le corrupteur parce qu'il y aurait des jeeps qui seraient donnés aux députés provinciaux. C'est pas lui, l'initiative ne venait pas de lui. Comment vous le savez-vous? Parce qu'on a donné aux députés... Il a été élu sur base de son programme qu'il a pu présenter devant les élus provinciaux. Il a été élu sur base d'une dotation de jeeps. Et je ne sais même pas si c'est ça l'élection.
C'est-à-dire que le fait seulement que nous n'ayons pas respecté la procédure de la désignation, le fait que nous n'avons pas considéré le système de valeurs dans la désignation, le fait seulement que nous n'ayons pas soutenu la défense d'un programme cohérent dans l'Assemblée provinciale qui était déjà au départ mal constituée, naturellement, ce que nous voyons, ce ne sont que les conséquences de ce que nous n'avons pas pu faire en amont. Est-ce que, Alain Molo-Diao, est-ce que vous n'êtes pas aussi dans l'exagération quand vous dites qu'il a été élu sur base les députés ont été de l'achat des consciences? Oui. Parce qu'en tant que journaliste, je sais qu'il a été élu sur base de son programme, qui a été mieux vendu et accepté par les députés nationaux, contrairement à celui de ce challenger comme Déo, celui qui partait avec la faveur de pronostic. Et finalement, le choix... Non, mais il y avait de bons candidats. Déo Kassongo, voilà. Non, il y avait de bons candidats. Pourquoi on citait que les deux, là? Parce qu'il a réussi à mieux faire, à vendre mieux son programme. En 2 temps, le Jeep... Savez-vous que la corruption est prohibée dans ces pays? Qu'est-ce qu'on entend par corruption? C'est de la pourriture. La pourriture. Alors, comment voulez-vous les institutions pourries puissent produire des résultats escomptés? C'est de la pourriture. Alors, vous pensez qu'il serait redevable à ceux qui l'ont placé à ces niveaux-là? Non, mais bien évidemment. Vous n'avez pas suivi un haut cadre de l'UDPS vous dire « Ma maman, tu t'as mouton au Tchéliviso ». Vous n'avez pas suivi? C'est un haut cadre de l'UDPS. Donc, en d'autres termes, il n'a pas de chance de s'en sortir. Moralement, il n'est pas digne d'être gouverneur. Et techniquement, il n'a pas assez d'atouts. Alors, comment est-il arrivé là? Le fait seulement que vous semblez négliger les exigences de gouvernance, naturellement, il y aura des effets. Alors, Kinshasa Ezobonga a un projet ambitieux? Non, vous l'avez dit, c'est un slogan. Un slogan creux. C'est un projet. Non, ce n'est pas un projet. C'est un slogan creux qui ne pouvait séduire que les adeptes de l'UDPS. Pourquoi dites-vous que c'est un slogan? Parce que c'est un projet sur base duquel il veut travailler pour donner à Kinshasa sa plus belle robe. Oui, mais vous lisez ça où? Dans un document? C'est contenu dans son programme qu'il a défendu. Vous, en tant que journaliste, vous lisez ça où? Dans ces documents, ça figurait dans son programme. Oui, mais dans son document ou dans ses déclarations? Dans son programme. Oui, dans son programme. Avez-vous une idée sur le chronogramme, s'il vous plaît? Je vais vous démontrer que ces messieurs, dans des politiques de ces erreurs, il est en train de tâtonner. Il a dit qu'il allait créer 10 000 emplois, après 6 000. Il a contacté l'armée pour réquisitionner certains militaires en vue de lancer les opérations de l'assainissement. Parce qu'il a estimé que l'armée peut aider en temps de paix? Oui, mais on n'est pas en paix. Mais au-delà de ça, il a touché le service national. Peut-il nous dire, dans son raisonnement, le service national a combien de personnel? Parce que c'est le service national qui était contacté. Le service national, déjà, lui-même, a carence de personnel. Il profite de Koulouna pour faire son travail. Alors, peut-il nous dire au moins le nombre du personnel du service national? Parce que ce ne sont pas les militaires qui vont se déployer, c'est les services nationaux. Peut-il nous dire précisément le service national a combien de personnel? On peut tous se rabattre sur le même Koulouna pour soutenir certains programmes. Mais la grande question que l'on doit se poser, avant lui, il y a eu des actions qui ont été menées dans le même sens. Et pourquoi, pendant cette période-là, il y avait des résultats? Vous faites allusion à Kinbepeto? Avant, il y avait l'opération avec l'Union européenne. On a créé des centres de concentration. Il y avait des camions qui venaient récupérer et puis aller jeter quelque part. Les centres d'enfouissement existaient. Mais alors, posons maintenant la question. Quel est le procédé que lui a pu mettre sur pied qui soit mieux que ce qu'il y avait avant? Là où on concentrait le déchet, on a vendu ces espaces. C'est ce que vous appelez tâtonnement? Non, mais bien évidemment. L'Union européenne donnait à la ville, je crois, 10 millions de dollars pour qu'on arrive à assainir la ville. C'était assez propre. Assez propre.
Le mécanisme est mis sur pied. Il y a un service sur, je crois, Kalembele, si je ne m'abuse pas. Un service de la ville qui était chargé de coordonner les actions d'assainissement dans la ville. Quel est le niveau opérationnel de cette structure-là? Allez. Voyez-vous? C'est-à-dire, vous comprenez que les gens ne veulent pas respecter la norme. Ils font maintenant des incantations. Ça, ce sont des incantations. Et ce qui est aberrant, j'ai suivi le fameux secrétaire général. Pourtant, dans une république sérieuse, c'est les normes qui... Non, mais effectivement, la programmation, effectivement. Nous sommes dans les politiques de précision. On n'est pas dans le politique des tâtonnements. Il fallait effectivement insister sur le cadre organique et fonctionnel. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Allez. Et donc, nous comprenons qu'il n'y a pas de politique du tout. Et je tiens à dire, j'ai suivi les réactions de nos amis de l'UDPS avec leur cancer verbal, nous dire non, voilà, qu'il y aurait la même chose en France. Ce n'est pas la même chose. Si vous ne savez même pas identifier le problème, vous ne pouvez pas apporter de solution. Allez, en France, il n'y avait pas la même situation que nous. En France, il y a eu la crue. C'est-à-dire qu'il y a eu débordement du fleuve et de la rivière, ou des rivières. Ça a refoulé de l'eau. Ce n'est pas la même chose. Ici, c'est les eaux de pluie qui ne sont pas canalisées. Voilà. Effectivement, ce n'est pas la même chose. Allez, voilà. Bien, merci. On va prendre votre point de vue sur cette question. Après, on va marquer une courte pause. La Fondation Katangaise a annoncé l'arrivée prochaine du Raïs Joseph Kabila et même de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, après tout tout le bruit ou toute l'affaire dont il a été au cœur, est-ce que vous voyez un retour sous tension de l'ancien gouverneur du Katanga? Bon, pourquoi cette association doit-elle nous informer sur le retour de Kabila et de Moïse Katumbi? Quel est le lien qu'il y a entre nos problèmes et ces faits-là, ou ces phénomènes-là? Kabila est sorti pour ses études, sauf si je me trompe. A-t-il ramené un diplôme qui va résoudre le problème congolais ou c'est son diplôme à lui? Moi, le jour où j'avais terminé mes études, on ne m'avait pas accueilli avec triomphe, avec pompe. Pourquoi on sait bien leur aura, on sait... il s'agit de leur aura. Leur aura, on sait aussi quelle peut être leur contribution. Qu'est-ce que peut être au problème du pays? Non, mais le problème du pays n'a pas besoin de leur présence physique. Ils peuvent apporter leur contribution à leur manière. Et ne donnez pas l'impression qu'ils ne sont pas responsables du tout. Voilà, ici, un groupe d'individus s'organise pour accueillir ça, c'est leur problème. Pourquoi je dois en débattre? Où se poserait le problème? Non, mais alors, si il n'y a pas de problème, pourquoi me posez-vous cette question? Ça ne me concerne pas. C'est une association des gens qui veulent faire passer leur message. Ça ne me concerne nullement. Posez-moi la question. Voilà, parlant de Moïse Katumbi, il a été sous le feu de la rampe. Et là, il cherche à rentrer au pays. Craignez-vous qu'il tombe dans de mauvais draps? Non, le problème, c'est que ça, c'est une question de société. C'est-à-dire qu'on veut poursuivre quelqu'un, le fait d'avoir voulu, parce qu'apparemment, le travail n'ayant pas été fait, d'avoir voulu réhabiliter un site qui lui appartient du reste, mais qui est géré par une loi. Voyez-vous, il y a des décisions qui sont prises dans ce secteur-là. Moïse Katumbi, en tant que Congolais, est en droit d'initier le projet de réhabilitation des sites. Il doit le faire. On dit ça où? Où est-ce qu'on dit ça? Le droit de le faire. Mais toutes les lois, même la Constitution. Tout Congolais est en droit de protéger le bien public. Réhabiliter un site public. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit conformément aux lois. Par exemple, si moi je peux vous prendre des exemples. Maman Denise Nyakero a eu à faire de dons à des hôpitaux pendant la Covid. Et si le problème, c'est qu'il n'a pas reçu, il ne s'est pas adressé aux autorités compétentes. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit entamer ces grands travaux. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit il y a une norme qui régente les secteurs. La grande question, ces pistes-là appartiennent à qui? Si la concession appartient à Moïse Katumbi, il en a le droit. Mais il doit le faire en collaboration avec les structures attitrées. Alors, s'il n'avait pas informé formellement de ces initiatives, les gens doivent comprendre qu'il n'avait pas informé. Mais si les services étaient informés, quoi de plus normal? Parce que ne donnons pas l'impression
que ça sera la première fois. Il y a des gens qui ont réhabilité leur port. Il y a d'autres qui ont réhabilité des aéroports ou des pistes d'avion, des aérodromes. En l'occurrence, M. Moïse Katumbi, il n'est pas à sa première action. Suivant la loi, comme vous l'avez dit. Non, mais effectivement. Alors, la grande question, s'il n'a pas respecté la procédure, il n'a pas informé les services attitrés avant de s'engager, avait-il déjà terminé? Il n'a pas respecté la procédure parce que même l'aviation civile a eu à l'interpeller. Non, mais il n'a pas... Non, mais voilà pourquoi j'ai dit le fait seulement qu'il n'a pas consommé le fait, on ne doit pas opiner là-dessus. Parce que s'ils étaient malins, il fallait les laisser terminer le travail et faire atterrir le premier avion en ce moment-là. Il allait violer la loi pour enlever le mauvais herbe sur la piste. Vous allez l'arrêter pour ça. Il fallait les laisser travailler. S'il avait terminé. Tout ce qu'on dit à Kinshasa, il s'agit d'une distraction de plus. Non, mais effectivement, nous sommes dans les grandes questions. Les grandes questions telles que l'État congolais a pris des engagements avec le Rwanda. Est-ce que la population est suffisamment informée? Donc Katumbi peut regagner son pays sans pour autant être poursuivi ou cravaté par l'État congolais? Non, mais il y a des gens qui sont poursuivis pour peu que ça. L'essentiel pour eux, tous ceux qui font ombrage à leur démarche doivent être arrêtés. Et ils sont nombreux, les gens qui sont arrêtés. Ils sont vraiment nombreux. Ils sont nombreux. Est-ce qu'ils seraient dans le collimateur? Oh, là, c'est sûr. Le fait seulement d'avoir quitté l'union dite sacrée, ça l'exposait déjà. Donc, il y a risque que l'on ait un choc frontal entre Katumbi et le régime Tshisekedi dans le jour qui viennent? Est-ce que Katumbi aussi, par rapport au temps qu'il a pris ces dernières semaines, a-t-il quitté l'opposition républicaine pour une opposition radicale? Bon, c'est ça en fait ce qui caractérise la classe politique, l'inconstance. Vous changez à chaque fois des Kazakhs. Ce n'est pas intéressant, surtout pour les leaders. Moi, j'avais conseillé à l'époque à M. Moïse Katumbi de ne pas approcher Félix Tshisekedi. Apparemment, ils ont tellement flirté ensemble qu'il a semblé oublier la nature de l'homme. Vous savez que Félix Tshisekedi veut neutraliser tous ceux qui peuvent le faire ombrage par rapport à la question de le changement ou révision de la Constitution. Et parmi les gens qui font peur sont ceux qui ont l'argent. Donc tout celui qui s'opposerait ou qui s'oppose à ces projets doit être traqué, poursuivi. Traqué, neutralisé. Voilà. C'est ça la stratégie. Mais fort malheureusement, si c'est la personne de Moïse Katumbi qui vise, ils doivent savoir qu'il y a plusieurs Moïse déjà au sein de l'ensemble. Le combat va continuer. Il y a des gens qui sont pires que Moïse, mais qui n'ont pas ces moyens. Ils sont là. Et ils sont très nombreux. Lui qui a financé l'opposition sous Kabila, est-il à même de le faire contre Tshisekedi, qui l'a soutenu avant la section pouvoir? Voilà ce qui fait peur à Félix Tshisekedi. C'est aussi ça. Moïse Katumbi a nourri toute la famille. Hein. Moïse Katumbi a nourri toute la famille. Ils connaissent sa puissance financière. Voilà. Au-delà de ça, il y a aussi le réseau relationnel de l'ancien gouverneur du Katanga. On va continuer. En attendant, on va marquer une courte pause. On prend la page de publicité, puis on revient ici. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route? Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin. Bon, ce que ça véhicule volé. Papa, tika, on bâché plaque pourquoi? Non. Papa. Boya boy, excellence au binga. Non, les service, yozo buskilingai. Tokomona. Mes respects, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est interdit. N'a-t-il que l'on l'a yango? Oh, papa, tika basopi. Oui, quoi? Okoki Kosimba, agent de l'ordre n'a tenu té, et ça interdit. La force laisse la loi. Na longolia, mutu keke fourière. Aux ministres. Vite. On y va.
On y va. Justice abeli. Mama, di mama monwe. Et ça la boité. Nga moteme souka kapamba pamba. Moteme souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate. Tosuka watu. Abika. Docteur, busara nyonso abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana lerusina na vision. Basambi saite. Mena yebi akubika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate. Ngana zana deka. Ngana za vef. Baboto ngana bana lupangu. Mikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nake kosala bilanga babenga na biso justice akufate na kosoka wapi Feta na musala balungulankai sans de compte final justice atikabache akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales les permettre biso teto salela malam. Ba nouveau magistrat koutuna babandi musalate. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola koti hôpital natanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice netombo la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. L'encadrement des jeunes filles et garçons demeure un sacerdoce pour l'honorable Simba Doudou Fiston. Ce samedi 19 octobre 2024, un nombre important des jeunes ont reçu de brevets attestant leur formation en informatique et coupe et couture. 4 mois, jour pour jour, ils ont appris le nécessaire pour se prendre en charge dans la vie active. Aucun frais, c'est au cadre et leader au sein de la famille politique du président Moïse Katumbi a pris tout à sa charge. L'essentiel, c'est de leur permettre d'être autonomes malgré le nombre exagéré des chômeurs en République démocratique du Congo. Pascal Baroukou Ramazani est coordonnateur adjoint de la fondation Simba Doudou Fiston. Aujourd'hui, c'est une journée très remarquable chez nous à la fondation Simba Doudou. Cette journée marque la remise des brevets pour les apprenants dans des filières, notamment l'informatique et la coupe couture. Cette formation a débuté au mois de mai et elle prend fin aujourd'hui au mois d'octobre. Pratiquement c'est 4 mois que nous avions formé les nouveaux apprenants de la 3e édition. Et c'est après, à l'issue de cette formation, que nous clôturons cette formation aujourd'hui avec la remise des brevets. En informatique, les apprenants étaient au nombre de 40 et en coupe et couture, ils étaient au nombre de 40 aussi, ce qui fait un total de 80. C'est-à-dire, ils étaient répartis, les uns étudiaient la vocation matinale et les autres étudiaient la vocation soir. Cette formation va ouvrir bien évidemment une débouchée professionnelle aux apprenants qui ont réussi la formation en informatique et à la coupe couture. Et quant à la fondation, la coordination de la fondation, c'est juste les souhaiter bonne chance et qu'ils prennent au sérieux ce qu'ils ont appris et qu'ils le mettent en pratique pour rendre un service
adéquat au niveau de la société. Chaque année, c'est des centaines de jeunes qui reçoivent de brevets en informatique et coupe-couture grâce à la générosité de l'honorable Simba Doudou Fiston. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, tobuki pe ba extend na $29 ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. De retour sur ce plateau après l'instant pub, on revient pour continuer l'émission. On a reçu pour vous Alain Bolodjoa. Si vous venez de nous prendre en cours, eh bien, nous sommes en train de parler des questions d'actualité avec le président national de l'EBAT. Allez, de voix critiques s'élèvent pour dénoncer le programme Excellencia, qui est un programme cher à la première dame, Denise Nyakeru. Pour ces critiques, ce programme c'est refinancé par le budget de l'État. La première question, pourquoi ça dérangerait autant une certaine opinion? Bon, déjà, nous devons savoir que encourager la formation ou l'éducation de nos enfants doit être notre priorité. Tout celui qui amène toute initiative allant dans ce sens, nous ne devons qu'applaudir. Mais maintenant, la société est régentée par deux lois. Maman Denise a plusieurs bailleurs de fonds. Elle peut contacter, comme le faisait aussi Maman Olive Lembe, peut contacter d'autres bailleurs qui pourront éventuellement soutenir ses actions. J'ai remarqué deux grandes erreurs dans le chef de Félix Tshisekedi. Première erreur, elle a fait de sa femme un agent public de l'État. Qu'est-ce que vous faites dire ça? En la nommant chef de bureau du conjoint du président de la République. C'est-à-dire que cette dame est agent de l'État. Mais il n'y a pas un acte officiel le nommant à ce poste-là. Si. Elle est nommée parce que le bureau du conjoint a été créé par ordonnance. Elle est nommée. Et ce nom, il figure. Et bien évidemment, elle a été désignée en tant que telle. Donc, elle gère les finances publiques à ce niveau-là. Deuxième élément, sa femme apparaît dans le budget comme bénéficiaire de cagnotte publique pour deux actions organisées dans le cadre d'une association. Parce que Excellencia n'est pas attachée à la fonction de première dame. À la fondation, bien sûr. À la fondation, qui est un fait privé. C'est-à-dire que l'État finance naturellement, l'inspection générale de finances peut mettre son nez là-dessus. Comment l'argent est géré? Et donc, ne soyez pas surpris que pas aujourd'hui, demain, que la femme d'un ancien président soit poursuivie pour malversation financière. Ici, parce que je sache, ce n'est pas une première fois qu'une première dame ait de tels programmes qui soutiennent l'éducation et la formation de jeunes. Et j'en passe. Ouais. Mais ici, ce qui dérange, c'est parce que la première dame bénéficie des actes, la nommant à certains postes. Et non seulement qu'elle est nommée, mais aussi elle bénéficie, elle a une ligne de crédit budgétaire. Naturellement, c'est l'argent public de l'État. Parce que s'il y a des dotations, par exemple,
une association peut être soutenue par des entreprises publiques. C'est-à-dire l'entreprise publique peut donner en guise d'appui ou avoir des subventions. Mais pourquoi la spécificité de sa femme? Pourquoi avoir choisi que sa femme? Et pourquoi son nom doit figurer dans le budget? Parce que justement, ils ont privatisé l'État. Ne soyez pas surpris que demain, qu'elle soit la toute première dame à être poursuivie. Parce que Maman Olive n'a aucun engagement avec l'État. Aucun. Voilà pourquoi elle est épargnée. Et dans le cas d'espèce, la femme de Félix Tshisekedi a de fonctions d'État et elle apparaît dans le budget. Naturellement, elle sera poursuivie pour malversation. Parce qu'elle doit rendre compte de la gestion des finances publiques. Alors, quelles conséquences quand on procède de la sorte? Et quant à l'avenir aussi de... Non, c'est vraiment de l'éducation nationale. Non, mais l'éducation nationale ne dépend pas de Maman Denise. L'éducation nationale dépend de politique publique. Essayez de vous imaginer. Mais ici, il y a... On fait sortir l'argent, s'il vous plaît. On fait sortir l'argent pour soutenir les enfants. Prenons l'hypothèse que mon enfant est éligible, mais qu'on l'ait refusé du fait de l'appartenance de son père. Comment l'État peut-il donner l'argent à une personne qui a une tendance politique à gérer des questions éducationnelles et dans ces critères qu'on semble négliger ceux qui ne partagent pas leur point de vue? Probablement, parmi les listes des gens qui doivent revendiquer, il y a de ces enfants qui ont été exclus, pas de manière objective, mais de manière subjective. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on donne l'argent à un fait privé, mais ce fait privé-là a une tendance politique et on exclut une autre catégorie de gens qui, par ailleurs, répondaient au profil. Et par-dessus tout, la première dame, en bénéficiant, selon vos mots, de cette ligne budgétaire, mais cet argent pourrait nous servir à autre chose, par exemple, à financer la gratuité et l'enseignement qui bat de l'aile. Par exemple, soutenir les enseignants ou reprendre le système de bourse d'études pour les étudiants finalistes. Si on ne va pas prendre tout le monde, mais on peut au moins prendre les étudiants finalistes. Pourquoi donner à sa femme l'argent qui appartient à l'État? Pourquoi? Ça, c'est l'exposé. Et la fondation ou encore le programme Excellence qui fait parler de lui, parce que plusieurs jeunes étudient maintenant dans des conditions assez optimales, soit ici à Kinshasa, soit dans des universités européennes et partout ailleurs. Alors, la question, c'est de savoir quel est l'intérêt en faisant ça. Il y a des intentions ou bien une couleur politique là-dedans parce qu'on veut mettre la première dame sous le projecteur du monde, faire parler d'elle. Et enfin, la gloire revient au premier citoyen. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. La population n'est pas naïve pour considérer que ça sera le symbole ou le signe d'une bonne gouvernance. Pas du tout. Pas du tout. Les familles qui ont bénéficié de bourses se sentent soulagées du fait que leur enfant ait bénéficié de la bourse. Ils en remercient énormément la première dame. Quoi de plus naturel? Mais le fait seulement que cet argent vient de l'État et que personne ne connaissait l'enveloppe globale et ce qu'on en faisait, maintenant là, la grande question, il faut nous rendre de compte. Comment avez-vous utilisé l'argent? Combien de jeunes ont bénéficié de cet argent? Quels sont les reliquats pour que nous sachions comment vous gérez? Parce que ce n'est pas... La motivation peut être bonne ou l'intentionnalité peut être bonne, mais les procédés. Voilà pourquoi j'ai dit le caractéristique de la gouvernance de Félix Tshisekedi. Il peut avoir de bonnes intentions, mais il ne sait jamais comment procéder. Pourquoi avoir donné à sa femme? Parce que c'est l'argent de l'État. Il n'y a pas que sa femme qui soutient l'éducation. Il y a plusieurs autres organisations qui le font.
Au sein de l'Union sacrée, on préfère taire les débats parce que ça ne nous avance pas. C'est l'appel même de Thierry Moussenet qui est revenu sur cette question. Pour lui, il estime que quand il y a un projet qui va en ce sens-là, soutenir l'éducation, il faut féliciter et accompagner. Non, mais féliciter et accompagner, mais dans le respect de la norme. Pourquoi avoir désigné que Mme Denise? Parce qu'il y a plusieurs associations qui font la même chose. Est-ce que vous savez que dans ces pays, avant même la gratuité, il y avait des écoles qui enseignaient gratuitement, des écoles privées? Alors, pourquoi ne pas prendre cet argent, améliorer des écoles qui bénéficiaient... Parce que nous pensions... Qui ne bénéficiaient pas de subventions. Des subventions de bailleurs de fonds. De bailleurs de fonds extérieurs. C'est comme Maman Denise. Elle peut poser des actes avec le bailleur de fonds extérieur. Là, elle n'a pas à nous rendre de compte. Mais elle gère notre argent. Elle gère notre argent. Et naturellement, elle a l'obligation de la redevabilité. Elle doit rendre de compte. Alors, ce qui veut dire que vous lancez un débat sur elle, sur des questions de finances. Et nous qui la respections parce qu'elle était femme, maintenant là, on la gère, on la traite comme agent public de l'État, non seulement agent public de l'État, mais aussi en tant que quelqu'un qui bénéficie des crédits de l'État. Elle doit rendre de compte. Est-ce que l'ombre de Denise Nyakero pèse sous les régimes, tu sais qu'elle dit contrairement à l'ancien régime? Personnellement, je ne voulais pas parler d'elle. Parce qu'elle est femme d'un politicien. Mais si vous me posez des questions en tant que gestionnaire des crédits, en tant que quelqu'un qui bénéficie des subventions de l'État, en ces moments-là, je peux opiner facilement. Parce que parler de la femme d'un politicien, je ne serais pas correct avec moi-même. Mais si vous parlez de quelqu'un qui gère les finances publiques, en ce moment-là, je peux opiner facilement. Allez, merci beaucoup Alain Bolozoa. Mais elle a géré l'argent de l'État, elle doit rendre de compte. Oui. On va voir à quoi ça va ressembler les dossiers, puisqu'il faut arriver à rétablir sa responsabilité, à prouver, démontrer que réellement, elle bénéficierait d'une ligne ou d'une certaine ligne budgétaire qui lui permet de financer ses programmes. Apparemment, ceux qui défendent cette thèse auraient tiré d'un document officiel. Ce n'est pas la loi sur la reddition des comptes? Si c'est la loi sur la reddition des comptes, l'État nous dit qu'il y a eu une ligne de crédit. Alors, on doit consulter le budget, voir si elle méritait la ligne de crédit et quel est le critérium pour qu'elle soit retenue dans le budget national. Une autre affaire de deniers publics, c'est on est à l'Assemblée nationale, sous la présidence de Vital Kamerhe, et l'Assemblée nationale semble être mal en point avec le rapport de certaines associations qui militent contre la corruption. Eh bien, l'Assemblée nationale compte à ce jour plus de 513 députés en lieu pas de 500. Oui, il y a IBES. Il y a IBES. Oui, il y a IBES. L'année passée, ils étaient à 532. Il y a IBES sous Kamerhe. Oui, il y a IBES. Mais pourquoi en parler maintenant? On n'a jamais porté ces chiffres sur la place publique. Si, moi je le faisais, mais personne ne me croyait. Vous savez, l'immoralité a atteint son paroxysme. Voilà pourquoi je vous dis, dès lors que nous n'allons pas respecter la norme, il nous sera difficile de résoudre nos problèmes. Qu'est-ce qui s'est fait? Les gens vont aux élections. Il y a de ceux qui étaient élus, mais qui ont été éjectés. Okay. Et on considère que c'était des erreurs matérielles. Ceux qui n'ont pas été élus siègent. Ceux qui prétendent avoir été élus sont en dehors des institutions. On met en place un mécanisme de compensation, d'équilibrage. Voilà, sur papier, vous n'êtes pas député, mais sur le plan financier, vous bénéficiez des avantages des députés du fait qu'il y a eu des erreurs matérielles qui vous auraient préjudicié. Ok. Alors dites-moi, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Cela prouve à suffisance que les élections n'ont pas été saines. Il n'y avait pas élection du tout. Ils sont allés en compétition.
Certains prétendent avoir été élus. On le met de côté. On prend des gens qui les remplacent. Et après, on se rend compte qu'ils avaient raison. Ils devaient être là. Donc, dans tout ça, on ne doit pas voir l'ombre de Vital Kamerhe, comme certains essaient de... Non, Vital Kamerhe... Non. Vital Kamerhe n'est pour rien. C'est Félix Tshisekedi et sa bande. Vital Kamerhe se retrouve là-dedans en tant que organisation. Parce qu'on parle aussi du personnel administratif qui a doublé. Non, mais effectivement, parce qu'il y a immoralité. Les gens ne veulent pas respecter la norme. Lorsque nous parlons de ces fameux règlements intérieurs, apparemment, les gens ne savaient même pas. Mais ici, il s'agit de la loi sur la reddition des comptes. Nous ne parlons pas du budget 2024. En 2023, ce n'est pas Kamerhe qui était le président de l'Assemblée. On ne doit pas faire des amalgames là-dessus. Nous parlons de 2023. En 2023, il y avait Nicolas Kazadi, il y avait ce que vous appelez vos anciens députés. Moi, je sais qu'il y avait 32 députés de plus. 532 députés de plus. Aujourd'hui, on vous présente 513 et vous êtes surpris. Non, il y a eu réduction. Ils étaient à 532. Et à cette époque-là, c'était Papa Mbosso qui était président de l'Assemblée. Et ça a été négocié ainsi. Et donc, vous comprenez, dans les règlements intérieurs, on a augmenté le nombre de personnel. La personne du président, ça c'est le budget 2024. Dans le rapport sur la réduction de comptes sera présenté en 2025. Cette année, telle que nous sommes là, un président de l'Assemblée a droit à 20 personnels, comment on appelle, domestiques. 20. On a augmenté le nombre de membres de son bureau. Mais cela va apparaître dans le budget 2024-2025. Parce qu'ils bénéficient de leur dotation. Ils fonctionnent par rapport à leur dotation actuelle. Et tout ça, ce sont les politiques, les institutions qui s'étaillent la belle part. Ils ont augmenté le nombre d'assistants. Ils avaient chacun un droit à un assistant, ils en ont 2. Pour chaque député. Le membre de bureau de l'Assemblée, en dehors du président, ont droit à 11 personnels domestiques. Ils ont droit à un certain nombre de membres de cabinet. Ils ont augmenté le nombre de membres de cabinet et 2 assistants. Donc ils sont bien nourris et bien entretenus aux frais de l'État. Mais effectivement, ne soyez pas surpris d'apprendre que demain, un assistant va coûter à la République 3 300 $. C'est ce que nous faisons chaque jour. Mais les gens ne veulent pas écouter ou entendre ce que nous disons. Et vous êtes surpris. Vous parlez de l'assistant parlementaire. Non, mais ils en ont 2 maintenant là. Un assistant qui doit se charger des questions politiques. Un assistant qui va être essentiellement ici à Kinshasa et un autre qui va être plus en province. Ils seront payés. Allez. Alors, comment voulez-vous que nous prenions au sérieux des gens comme ça? La loi parle de 500 députés. On organise des élections pour 500 députés, mais vous atteignez 513. Alors, au nom de quel principe avons-nous cette... Donc, les médecins ont bien raison de se plaindre et même d'aller en grève bien évidemment. Autant que les enseignants. Bien évidemment. Bien évidemment. L'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chambres de l'institution Parlement, consomment plus d'1 million de $, par jour en termes de frais de fonctionnement. 1 million de $ par jour. Les 2 chambres réunies. Plus d'1 million de $ par jour. Alors, soyons sérieux, cher ami. Et la paix, la cohésion sociale dont on a besoin passe aussi par la redistribution équitable de nos richesses. Et effectivement, mais on demande aux enseignants de faire preuve du patriotisme. C'est-à-dire mourir en silence, laissez-nous vivre dans l'obésité. La Première Dame n'a-t-elle pas raison de demander un peu de temps aux enseignants? Non, mais elle n'est pas preuve de patriotisme. Non, mais elle n'est pas sérieuse du tout. On appelle les enseignants à être calmes et à faire preuve de patriotisme. Le patriotisme ne veut pas dire cautionner l'injustice. Le patriotisme ne veut pas dire laisser mourir vos enfants. Le patriotisme veut dire comprendre les difficultés aussi par lesquelles passe l'État. Mais comment allons-nous jauger le niveau des difficultés alors qu'il y a augmentation des dépenses dans d'autres institutions politiques? N'est-ce pas qu'il y a eu dépassement? N'est-ce pas qu'il y a eu dépassement à la présidence? N'est-ce pas qu'il y a eu dépassement à la primature ou au gouvernement? N'est-ce pas qu'il y a eu dépassement au Parlement?
Alors, pourquoi vous faites des dépassements? Vous savez que quand on donne, par exemple, à l'Assemblée nationale, 347 millions de dollars de budget de fonctionnement, en sus de la rémunération, pensez-vous que c'est normal? Une année civile à 365 jours, vous donnez à une institution 347 000. Et cette institution, en règle générale, ne fonctionne que pendant 6 mois. Et pourquoi on en parle autant sous le règne de Félix Tshisekedi? On en parle avec emphase. Est-ce que c'est un signe de transparence en termes de gestion des finances sous Tshisekedi que sous Kabila? Non, ça, ce sont des raccourcis, cher ami. Mais la loi sur la réduction des comptes n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. La loi sur la réduction des comptes n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Avant d'adopter un nouveau budget, on commence par la loi sur la réduction des comptes. Ça, c'est une pratique qui a commencé depuis 2006 dans notre constitution. C'est une exigence. Mais lorsqu'on parlait de dépassement budgétaire à l'époque de Kabila, c'était sur base de quoi? Mais cette fois-ci, c'est grave. Comment la présidence, à elle seule, peut arriver à 600, 500 millions de dollars de fonctionnement? Ils sont sérieux. Allez. Et M. Félix Tshisekedi a créé d'autres structures parallèles. Par exemple, le bureau du conjoint du président de la République. C'est insensé. La commission de lutte contre tout ça, la corruption et tout ça. Ça n'a pas de sens. L'agence pour la promotion de l'investissement. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous êtes d'accord quand on parle du budget de 13 milliards de dollars? Est-ce qu'on est à même de mobiliser ces 13 milliards et si on a réellement ces montants qu'on nous balance, est-ce qu'il serait utilisé à bon escient ou soit il profiterait à certaines structures et services qu'on a créés sous la présidence du Tshisekedi? Non, le problème c'est que le budget n'est qu'un document qui fait une projection sur les éventualités, soit en termes de dépenses, soit en termes de recettes. Rien n'est palpable. Alors, c'est la loi sur la reddition de comptes qui traduit le niveau de civisme dans le chef de ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas le budget en tant que tel. Okay. Parce qu'on peut vous allouer une ligne de crédit, mais vous n'arrivez pas à consommer. Allez voir dans leur rapport, le rapport de la Cour des comptes. Mais il y a des crédits qui n'ont pas été consommés. Par exemple, dans le secteur productif. Ça n'a pas été consommé. L'État n'a pas consommé les crédits ou a mal consommé les crédits. Mais dans d'autres coins, il y a eu dépassement budgétaire. Et ça, c'est un crime. Parce que l'équilibre de la société repose notamment sur le budget. C'est le budget qui fait la répartition équitable que veut la Constitution. Mais on ne veut pas respecter le budget. Ce qu'on avait prévu pour les enseignants, là, on n'a pas respecté. Mais ce qu'on n'avait pas prévu pour l'institution président, là, on est allé au-delà. C'est-à-dire qu'ils ont consommé les crédits qui étaient destinés à d'autres. C'est ce qui justifie ces déséquilibres-là. Alors, comment une femme qui prétend avoir étudié est-elle demander aux enfants des autres de mourir en silence au nom du patriotisme? C'est insensé. On doit poser la question à Mme Souminoa. Donc ici, chez nous, on a réduit la politique à sa plus simple expression et ça veut dire c'est servir d'abord et non les autres. Et il reste après. Mais la grande question, elle a dépensé combien pour redresser ou former l'organisation de ce qu'on a appelé le séminaire de renforcement des capacités de ministre? Elle a dépensé combien? Elle doit nous le dire. Merci. Parce que cet argent, si on le déversait dans le compte de salaire... Ça ferait une affaire pour les enseignants. Allez, on va prendre 2 minutes sur la question de révision de la Constitution. Ça fait débat. Ils ont levé l'option de la révision et non du changement. Au sein de l'Union sacrée, on affirme sans rire qu'il faille changer cette Constitution du 18 février 2006, modifiée par le 20 janvier 2011. Alors, pour l'opposition, il n'est pas question de réviser cette Constitution parce que ça servirait à ouvrir une brèche à l'actuel pouvoir de s'éterniser à la magistrature suprême. Alors,
La question, c'est de savoir l'opposition qui s'élève. On a vu la réaction de Matata Pognon le week-end dernier et Moïse Katumbi qui aussi vantaguait contre le changement de la Constitution. Pour vous, quelle serait l'idée cachée derrière ces débats sur le changement ou la révision de la Constitution? Non, mais il n'y a pas d'idée cachée derrière. Apparemment, ceux qui veulent réviser ou changer la Constitution sont assez clairs. Il n'y a pas d'idée cachée. Ils sont un peu plus clairs. La grande question que l'on doit se poser, avez-vous levé l'option de la révision ou du changement de la Constitution? Apparemment, nous tournons sur les mêmes questions. Si c'est la révision constitutionnelle, on doit nous rassurer sur la pertinence et l'opportunité. Si c'est les changements de la Constitution, c'est de la délinquance, naturellement, nous tous, nous devons prendre les armes pour combattre ces gens-là. C'est ça les débats. Si vous voulez la révision constitutionnelle, parlez-nous des dispositions qui vous dérangent. Parce que pourquoi ces débats, vous allez continuer à 10 mois après les élections de décembre 2023? Justement parce qu'ils sont inconscients de ce qu'ils font. Mais rien ne vous rassure qu'ils ne sont pas dans le complot. Parce qu'apparemment, la mission dévolue à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est de fragiliser l'État et de permettre à nos ennemis d'avancer. Avez-vous l'idée de la situation sécuritaire dans la partie Est? Savez-vous qu'il y a déjà des signes, des présences de militaires dans la province de la Chopo? À Kisangani. À Kisangani. S'ils touchent Kisangani, toutes les autres provinces vont tomber. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on veut nous amener dans ces débats pour nous orienter de l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'est l'intégrité territoriale et notre dignité. Ça, nous sommes intransigeants. Le week-end dernier, il y a même une autre localité qui est tombée. Non, mais effectivement, c'est fait à dessein. Il y a complot. Il y a complot. Et on nous amène dans ces débats-là pour plus nous diviser. On va les aider. Donc, vous voulez dire que ceux qui prétendent changer à corps et à cri de la Constitution, héritée de l'époque de Kabila ou après de l'époque de Kabila, justement, et ceux qui sont dans la déstabilisation dans la partie orientale du pays à travers le branche armée Konernanga M23, tous sont en train de faire la même chose. Non, mais attendez. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation de besoins. Voyez-vous? Tel que nous sommes là, nous avons nos besoins. L'État congolais a des problèmes. Mais si nous mettons à l'ordre d'importance, la révision de la Constitution n'est pas une priorité pour nous. Moins encore, une urgence. Ça peut être nécessaire. Mais ce n'est pas une priorité pour nous. Parce que tout ce que nous avons comme problème qui assaille notre peuple, qui met en mal la fibre sociale, tel que nous sommes là, n'ont pas besoin de la révision constitutionnelle pour que ces problèmes soient résolus. Pour bien payer les militaires. On n'a pas besoin de réviser la Constitution, on a besoin de réviser le budget. Pour donner de l'eau et l'électricité, on n'a pas besoin de la révision, on a besoin qu'on change le budget. Et les animateurs, pour que les enseignants soient assez bien payés, on n'a pas besoin de la Constitution. C'est-à-dire que nos besoins à nous, en tant que peuple, ne seront pas assouvis par la révision constitutionnelle. Mais plutôt par les décisions politiques cohérentes. Et ces décisions politiques devaient être prises par ceux qui sont... Mais on peut travailler pour le bien-être de la population, en même temps vouloir donner une constitution qui s'adapte aux réalités actuelles du pays. Non, mais attendez. Ceux qui disent ça sont le plus imbéciles possible. Parce que justement, ils veulent adapter la constitution par rapport aux faits conjoncturels. On ne peut pas changer la Constitution pour l'adapter par rapport aux sauts d'humeur actuels. La crise politique, la cohabitation, tout ça, c'est des faits conjoncturels. Mais qui peut dire qu'il y a une crise politique aujourd'hui? Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Parce qu'il a refusé le dialogue parce qu'il n'y aurait pas de crise politique. Même s'il y a crise politique. En France, il y avait une crise politique par rapport à la désignation de la personne du Premier ministre. L'idée n'était pas de changer la Constitution, mais l'idée était plutôt de dissoudre le Parlement. La Constitution reste. La France n'a pas changé de Constitution pour résoudre la question de la désignation du Premier ministre. C'est-à-dire qu'on doit être sérieux. On peut faire pareil. Non, on doit être sérieux. Félix Tshisekedi a la majorité parlementaire. Félix Tshisekedi a le moyen,
avec ses fameux budgets platoniques de 18 milliards, 17,7 milliards de dollars. Félix Tshisekedi, il a l'armée obtempère, à ses ordres, il réfléchit par moment. Apparemment, la population n'a pas brûlé les pneus, n'a pas tué les policiers. Il n'y a pas de marche. La Constitution ne bloque en rien. Non, mais la Constitution la marche du pays. Non, la Constitution doit bloquer, mais pas le fonctionnement des institutions, mais les incompétents. La Constitution doit bloquer. Félix Tshisekedi veut avoir la plénitude du pouvoir dans une république qui se veut démocratique. Doit-on changer la Constitution pour ça? Qu'est-ce qu'il a voulu faire qui lui confère la Constitution, que la Constitution lui a Alors, c'est ce que vous faites dire que l'intention serait de s'éterniser au pouvoir. Non, mais l'intention de s'éterniser au pouvoir, c'est possible. Mais il faut comprendre comment la Constitution fonctionne. Si l'UDPS veut se maintenir au pouvoir, l'UDPS doit convaincre le peuple par ses politiques. Ce n'est pas en changeant la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, il se vise à changer la Constitution. Supposons qu'aujourd'hui, tout le monde s'est ligué contre eux. Mais ils arrivaient quand même à changer la Constitution. Et qu'après les élections, l'UDPS n'a pas le pouvoir. L'UDPS va s'opposer contre sa propre Constitution. Parce que c'est lui qui viendrait après. Il pourrait aussi faire 7 ans, il fait 35 ans de pouvoir. Ce qui veut dire que le fait seulement qu'ils n'ont pas de gens de qualité, ils nous lancent dans des débats stériles. Tout celui qui nous amène dans ces genres de débats sans prendre le temps de réfléchir, il tend vers l'imbécilité. Parce qu'en réalité, la question de la société ne doit pas être débattue avec... autant de passion. Non, la passion, oui, mais pas avec autant de légèreté. Quelles sont les grandes questions qui dérangent l'État aujourd'hui, qui nécessiteraient le changement ou la révision de la Constitution? Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, on attendrait les choses de cette oreille? Non, mais l'Union sacrée, c'est quoi? Je parle du présidium ce n'est qu'une... et tous les membres qui composent le présidium. Non, ont-ils déjà levé l'option de changer la Constitution? Ils ne se sont pas encore prononcés encore sur cette question jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire que les préalables ne sont pas encore remplis pour que nous en parlions. Ils veulent nous lancer dans un débat stérile. Et ce qui est aberrant, ce sont des gens comme les Kabouya qui nous lancent dans ce genre de débats. Non, mais dans le monde des idées, Kabouya n'existe pas. Kabouya n'a pas droit de proposer? Non, il a droit, mais il n'a pas les aptitudes. Pouvoir, député national et même sénateur. Député national, nous venons de parler ici, il y a 313 députés. Il doit se retrouver parmi les 13. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous nous rendons compte que pas possible. Des gens qui sont moins outillés, qui veulent nous lancer dans ce genre de débats. Ces messieurs-là, dans le monde des idées, ils n'existent pas. Moi, je le considère comme un être inachevé. C'est-à-dire qu'il devait d'abord se reconstituer. Le changement de la Constitution, ça devait être autant un débat national. Non, mais effectivement. Pourquoi faire ce débat tant vers nous expose à l'imbécilité ou à je ne sais pas quoi? Mais justement parce que vous ne pouvez pas être bénéficiaire de la Constitution et la combattre à la fois. Comment pouvez-vous dire que vous êtes député national et en même temps combattre la base juridique de votre présence? Parce que si vous combattez la Constitution, naturellement, si la Constitution change, il ne sera plus député, non? Ne me dites pas qu'il va rester député tout en changeant la Constitution. Si on change de Constitution, ça dit qu'on abolit, on abolit l'ordre politique établi. Il y a dissolution de la Constitution, il y a dissolution de toutes les institutions. Pour Adolphe Moudit, on doit donner une Constitution avec le membre, avec les élus légitimes du peuple. Vous savez qu'il n'est pas sérieux. Alors ne me posez pas ce genre de questions. Alors les élus du peuple par rapport à quelle Constitution? Parce que celle-ci, elle a été adoptée dans le contexte que vous connaissez. Oui, mais ceux qui ont été élus, ceux qui prétendent avoir été élus, l'ont été sur base de quoi? Une mauvaise constitution ne veut pas donner de bons animateurs des institutions. Soyons sérieux. Si vous considérez que cette constitution est illégitime, naturellement, les animateurs des institutions sont illégitimes, et même les institutions elles-mêmes. Comment peut-on raisonner comme ça? Ça n'a pas de sens. Allez, merci beaucoup, Alain Bolodua. La semaine démarre sous le chapeau de roue. Merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Bonne semaine à vous déjà. Pareillement, merci. Allez, à toutes et à tous, nous vous disons merci de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. Politico reste l'une des tribunes, l'un des canaux d'information d'excellence. Et donc, vous avez bien fait de nous choisir et on espère que vous avez passé un excellent moment de télé. Nous vous retrouvons pour d'autres émissions avec les mêmes plaisirs. Prenez soin de vous. Et car chaque jour est une vie. À tout à l'heure, mesdames.
À tout à l'heure, messieurs.